Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Oppo Color F5 que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile entrée de gamme. On est en septembre 2016 lorsque je fais cette vidéo. Le mobile vient juste d'être annoncé, officialisé et il vient juste d'être commercialisé. On est ici en face d'un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 129,90 € hors taxe, hors éventuel frais de port. On est sur un mobile donc de la marque Oppo, Oppo qui est un constructeur 100% chinois, qui conçoit ses mobiles en Chine, qui les construit en Chine et qui initialement les destine au marché chinois. Alors depuis quelques temps, Oppo c'est une marque qui montre de l'ambition au niveau du marché international. Et depuis quelques temps, quelques mois, on voit la marque officiellement commercialisée en France, au sein de magasins, au sein de boutiques physiques, par le biais d'un importateur, d'un grossiste spécialisé. Donc voilà, c'est une marque qui est donc chinoise, mais qui commence à faire son arrivée en Europe, notamment en France, avec une vraie implantation, on va dire, physique, même si, bon voilà, c'est une marque qui débute un petit peu, en tout cas sur le marché européen. C'est une marque qui a quand même de l'expérience au niveau de la construction de mobiles. Donc on est en face d'un mobile entrée de gamme qui se classe dans la gamme Color, qui ne contient que des entrées de gamme. Il y a une autre gamme chez Oppo qui s'appelle notamment la gamme Speed. On n'y est pas, on n'est pas dans la même gamme, on est sur un entrée de gamme. Alors, on va le détailler ce téléphone tout au long de cette vidéo. Un téléphone entrée de gamme, ce qui suppose de votre part un petit peu d'acceptation. Voilà, il faut faire quelques concessions, mais quand même, et ça c'est un peu l'intérêt des mobiles chinois, c'est que finalement, quand on est sur un mobile entrée de gamme, sur un mobile chinois, on a quand même des bonnes spécifications. Et forcément, vous l'imaginez, on va les détailler tout au long de cette fameuse vidéo de test. Alors la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. On va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone, sachant qu'il existe en 3 versions couleurs. Ici, on a la version blanche. Ce téléphone existe aussi en version noire et en version dorée. Donc la version dorée d'ailleurs que l'on voit ici sur la boîte. Bon, donc noir, blanc et doré. Ici, on est sur la version blanche. Le téléphone a des dimensions qui sont relativement raisonnables, même si on remarque un manque d'optimisation certain au niveau du cadre qui entoure donc le téléphone, c'est à savoir les bordures droite et gauche et les hauteurs du téléphone. Donc il n'y a pas d'optimisation réelle au niveau de son encombrement, mais après l'encombrement reste tout à fait logique, tout à fait acceptable. On est sur un mobile avec un écran de 5 pouces qui se tient relativement bien en main. On est sur un téléphone qui fait 14,4 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur. Donc on est à 9 mm d'épaisseur. Alors si on fait le tour du propriétaire, sur le haut du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici du capteur de luminosité et de proximité, on retrouve un écouteur, tout à fait logique on va dire. On retrouve également un flash LED, ce qui est un petit peu plus rare, qui accompagne le capteur photo frontal de 2 mégapixels sur lequel je reviendrai tout à l'heure. En dessous du mobile, on retrouve ici 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, du grand classique, du retour, du multitâche, voilà pour le coup c'est plutôt ce genre de choses, et de l'accueil. Sur le côté du téléphone, on remarquera tout autour un pourtour qui est plus qu'un pourtour puisque c'est un cadre métallique. Ce téléphone est construit avec une partie métallique, donc le pourtour. Ce pourtour, donc sur le côté gauche, il n'y a strictement rien à dire. Sur le haut du mobile, on retrouve le micro USB qui permet de synchroniser et de charger le téléphone, c'est quand même utile. Le jack 3.5 qui est placé un petit peu dans la courbe du téléphone et qui peut avoir ici un petit peu de tendance à agripper votre doigt. Voilà, puisqu'il est vraiment dans la courbe. Donc ça peut, éventuellement, quand vous passez comme ça peut un peu vous piquer le doigt. Enfin bon, c'est pas cata encore, c'est pas catastrophique. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici 2 boutons physiques, bouton de contrôle de volume plus-moins, bouton on-off, lesquels sont bien placés, ne font pas de cliquetis intempestifs. Sur le dessous du mobile, on retrouve notamment ici l'entrée micro primaire et on retrouve ici une grille qui est la grille du haut-parleur. Le haut-parleur se trouve placé sur la tranche inférieure basse du mobile, ce qui est un bon point. À l'arrière du mobile, on retrouve ici le capteur photo dorsal 8 mégapixels accompagné de son flash LED. On retrouve un capteur d'empreinte digitale sur lequel je reviendrai bien sûr tout à l'heure, le marquage Oppo et c'est tout. On retrouve également sur le côté droit du mobile donc une petite fente, voilà, qui permet de retirer le cache batterie, ce que je suis en train de faire devant vous. Alors le cache batterie est en plastique, relativement souple, lequel a des picots qui vont se greffer, qui vont s'accrocher dans le cadre métallique. Alors, une fois qu'on a retiré le cache batterie, qu'est-ce que l'on a? On a 2 emplacements pour carte SIM, format micro pour la 1, format nano pour la 2, et on a ici l'emplacement de la carte micro SD. Je reviendrai sur ces éléments tout à l'heure. On retrouve également une batterie extractible de 2100 mAh. Là aussi, je reviendrai sur cette dernière lorsque je parlerai de l'autonomie. Alors quand on remet le cache batterie, bon, ça fait beaucoup de cliquetis, ça se place pas trop mal quand même, ça se passe bien, ça se place pas mal.
Mais il y a quand même sur cet exemplaire que j'ai reçu une petite particularité, c'est qu'on remarque une toute petite déformation du cache batterie au niveau de son accroche ici. Donc il n'y a pas de réel problème de finition au niveau de ce mobile. La finition est même plutôt bonne, globalement bonne pour un mobile qui est vendu moins de 130 € hors taxe. Mais sur l'exemplaire que j'ai reçu, j'ai remarqué ce petit, comme s'il y avait un picot qui a un peu de mal à s'attacher au niveau du cadre métallique. Ce qui m'amène à vous dire que forcément, à force d'enlever le cache batterie et de le remettre, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, vous risquez d'avoir des picots qui vont sauter, qui vont casser, qui vont se tordre, et forcément, ça va se placer un peu moins bien avec le temps. Bon, ça c'est une particularité de ce téléphone, mais tous les téléphones qui ont ce même type de construction, c'est toujours la même chose. Au niveau de la souplesse du téléphone, on est sur quelque chose qui n'est pas trop mauvais en raison de ce fameux pourtour métallique. Donc ça permet d'avoir un téléphone qui reste quand même relativement rigide, même si au niveau du cache batterie, on sent un petit enfoncement qui est lié encore une fois de plus à la construction même du mobile et à la construction du cache batterie, puisqu'il n'y a pas de croisillon qui viennent justement empêcher cet effet d'enfoncement. Alors c'est pas dramatique parce que ça ne se sent pas au niveau de l'utilisation, mais bon voilà. Au niveau du visuel, vous le voyez, ça le fait. Hein. Bon, particularité supplémentaire. Pour déverrouiller le téléphone, j'utilise donc le cache batterie. Pardon, hop, voilà, là je le remets bien. J'utilise donc le capteur d'empreinte digitale et vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. J'éteins le téléphone, je mets mon doigt, hop, vous l'avez vu, très rapide. On est sur un capteur d'empreinte digitale, je reviendrai dessus, qui est efficace. Le poids, je ne vous l'ai pas donné, 157 grammes, c'est dans la bonne norme pour ce type de téléphone. Non, on n'est pas trop lourd, on n'est pas trop léger, on est dans le standard, il n'y a rien de très étonnant. Voilà, donc on vient de faire le tour du design, on vient de faire le tour du propriétaire, de parler de la finition. Bon, globalement, ça tient la route, c'est de l'entrée de gamme à 130 €, on ne peut pas vraiment se plaindre. Au niveau de l'image et du son, alors au niveau de l'image, on est sur un écran de 5 pouces, ça je vous l'ai déjà précisé, qui est un écran qui utilise une technologie IPS, donc les angles de vision sont plutôt satisfaisants, là n'est pas le problème. Par contre, sur cet écran précis, je trouve qu'il y a un manque de peps, que ce soit au niveau de la luminosité, du contraste et des couleurs. Pour être vraiment à l'aise et pour tout vous dire, pour la luminosité, j'ai dû la mettre à 100% pour vraiment être au confort et pour pouvoir l'utiliser convenablement. Sinon, je trouvais qu'il manquait de luminosité. Ce qui veut dire que, donc, de fait, j'ai désactivé le mode automatique, de gestion automatique de la lumière, parce qu'il y a un capteur qui vous le permet, je vous le rappelle. Je l'ai désactivé parce que j'étais pas à l'aise. Bon, mais ça, c'est quelque chose que je fais plus que régulièrement, je le fais systématiquement. L'image, donc c'est un écran de 5 pouces sur lequel je viens de vous donner quelques précisions. On remarquera que la résolution est une résolution qui est loin d'être mauvaise. On est sur un écran qui fait 1280 pixels par 720 pixels de résolution. Donc on est sur un écran qui a une densité de pixels qui est tout à fait raisonnable. 293 pixels par pouce, eh bien c'est tout à fait correct. On est juste en dessous des 300, mais on peut voir une image avec un certain confort. On peut voir une vidéo sans problème. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous lancer une petite vidéo. Et ça, du coup, ça va me permettre de vous parler aussi, alors attendez, le temps que je retrouve le fichier, les fichiers vidéo, où est-ce que j'ai pu les mettre, où est-ce que je les ai bien mis, voilà, là, voilà, on se perd, on ne sait pas où on met les fichiers, voilà, ils sont là. Donc, le son, ça va me permettre notamment de vous parler de l'image et du son. L'image, vous allez la voir, bon, il y a un petit peu d'artefact, pardon, je vais y arriver. Bon, ça c'est lié à la vidéo elle-même, c'est pas lié au téléphone. Pour l'image, vous l'avez vu en lecteur vidéo, ça marche très bien, c'est fluide. Bon, ça se passe, je vous ai j'ai un peu tanné tout à l'heure en disant que le contraste et la luminosité et les couleurs n'étaient pas terribles. C'est vrai que ça manque de peps, mais c'est pas mauvais non plus. Pour un écran de téléphone à 130 € et moins, c'est acceptable. Au niveau du son, alors comme je vous l'ai dit, particularité, le son est procuré par le haut-parleur qui se trouve ici, sur le bas du mobile, sur la tranche inférieure. Alors, à mon avis, c'est quand même un bon point, parce que ça évite que le téléphone donne un son étouffé lorsqu'il est posé sur une table. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Bon, la particularité, c'est qu'on n'est jamais content. Quand on fait ça et qu'on joue, vous allez étouffer le son. Vous voyez, quand vous mettez votre main comme ça, et encore, vous étouffez le son, il y a quand même une sorte de caisse de résonance. Mais bon, on n'est pas trop mal loti. Alors, je vais retrouver le fichier, quand même, je vais y arriver. Voilà, ils sont là. Donc voilà, ça, c'était pour vous donner une idée du son. Alors, le son manque quand même, à mon avis, de puissance. Voilà, le son manque, à mon avis, de puissance. Bon, je vais y arriver. Voilà. Donc ça manque un peu de puissance, ça aurait pu être un peu plus costaud, mais la bonne particularité, c'est que le son est plutôt clair. Ça fait pas de grésillement intempestif, ça reste plutôt clair. Voilà, donc c'est pas trop mauvais de ce côté-là.
Donc on va dire qu'on est sur un résultat qui est satisfaisant au niveau de l'image et du son pour un téléphone, je le rappelle, qui est un entrée de gamme. Au niveau des performances, alors bien sûr je ne m'attarde pas sur l'écouteur et le jack 3.5, juste pour vous dire ça, parce que c'est des trucs qui sont maîtrisés par tous les constructeurs. Sur ce téléphone, pas de problème, ça marche très bien au niveau d'écouteurs et du jack 3.5. Alors au niveau des performances, alors là on sent qu'on est sur un entrée de gamme, ça se sent, ça se détecte très rapidement. Tout simplement en raison du score Antutu. On est sur un score Antutu qui est à 28 000, allez on arrondit à 400 points. 28 400 points, c'est clairement le score d'un entrée de gamme désormais en 2016. Et quand on lance un petit Epic Citadel pour avoir une idée de la fluidité d'image, eh bien on se rend compte que lorsque l'application ou le jeu que vous allez lancer est gourmand, eh bien on se rend compte que l'image manque, en tout cas baisse en qualité, en fluidité. Alors je vais vous donner des résultats qui sont très très parlants, on va dire. Pour ce qui est d'Epic Citadel, il y a plusieurs modes de test sur Epic Citadel. Il y a un mode qui est un mode haute performance qui permet au téléphone justement en fait de ne pas chercher à afficher la meilleure image mais d'essayer d'avoir l'image la plus fluide. Lorsque l'on est en mode haute performance, donc c'est ce qui se passera sur des petits jeux peu gourmands, on est sur 42,7 images par seconde. Et 42,7 images par seconde, c'est tout à fait correct. Alors on le voit d'ailleurs, on oscille entre 40, 50, 60. On a un score en haute performance qui est tout à fait satisfaisant. Cependant, lorsque l'on passe en mode, on va dire, ultra haute qualité, donc c'est l'autre mode, c'est l'inverse finalement, c'est celui qui consiste à demander au téléphone d'afficher les meilleurs graphismes, les meilleurs éléments 3D, etc. Eh bien le téléphone tombe juste en dessous des 24 images par seconde, on tombe à 23,6 images par seconde. Ce qui veut dire tout simplement que si le jeu est très très gourmand, si c'est un gros jeu 3D, eh bien le téléphone pourrait montrer une image manquant de fluidité, avec cet effet un petit peu de saccade. Alors, parenthèse faite, quand on est sur Asphalt 8, ça se passe très bien. Ça se passe même très bien sur Real Racing 3, deux jeux que j'ai utilisés avec ce téléphone, auxquels j'ai joué avec ce téléphone, et sur lesquels il n'y a pas eu de problème. Et qui sont pourtant des jeux, alors surtout Real Racing 3 qui est très gourmand en termes de ressources 3D, qui en demande au téléphone, parce que Asphalt 8 commence un peu à être daté de nos jours, c'est pas le jeu le plus gourmand qui soit. Bon, du côté de Real Racing 3, on est sur un jeu qui en demande, et ça se passe très bien aussi. Alors pour le coup, on a des panneaux de chargement, ça va être long, je sens que ça va être long. Je vais peut-être faire une coupe au niveau de la vidéo d'ailleurs. Donc on reprend, je fais une petite coupe, vous l'avez vu, juste pour vous éviter les temps de chargement un peu longs d'Asphalt 8. Donc on est sur Asphalt 8, mode qualité graphique élevée. Bon, désolé pour les reflets de lumière, je vois notamment dans l'écran. Vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hop, c'est fluide. Voilà, bon, là je suis pas hyper bon là sur cette session de jeu là. Oulala, oulala. Pas bon du tout même. Enfin bon, vous voyez, il n'y a pas de saccade au niveau du jeu, ça se passe très très bien. Le jeu ne ralentit pas lorsque je heurte un objet, ce qui était un signe caractéristique des téléphones qui avaient du mal. C'est lorsque le téléphone avait du mal, dès qu'on heurtait un objet, l'image ralentissait à mort. Bon là c'est pas le problème. Donc voilà, c'est un téléphone qui peut faire du jeu 3D, mais sur, comme je l'ai dit il y a quelques tout petits instants, si vous faites du gros jeu 3D, effectivement, il pourrait y avoir des mauvaises surprises au niveau de la fluidité d'image. Et ça, c'est lié à des performances qui sont très très limites. Et ces performances très limites, elles sont liées à des composants qui sont des composants très entrée de gamme, forcément, qui peuvent même être, aux yeux de certains, un peu datés. Si je reprends Antutu, pour juste vous montrer un petit peu les composants que l'on a sur ce téléphone, pour illustrer mon propos, enfin pour peu qu'Asphalt 8 ait envie de se lancer, ça sera peut-être un fail de la vidéo, ça, remarquez. Ouais, ça sent le fail quand même. Là, ça sent le fail. Ouais, ça sent le fail. Ouais. Est-ce que ça sent le fail? Bon, de toute façon, tout ça pour vous dire que sur Asphalt 8, pas du tout, je vais y arriver sur Antutu, bon sang. Alors, si, les informations, vous voyez, donc finalement c'est un demi-fail. Donc on est sur un processeur qui est un processeur, hop, que l'on va regarder un petit peu avec les reflets de caméra, merci beaucoup. On se retrouve donc sur un processeur qui est un MediaTek MT6737, complété d'un processeur graphique qui est un Mali T700, et précisément c'est un T720 MP1. Alors si on continue un petit peu, on va aussi retrouver un petit
une autre petite information utile qui est la RAM, hein, c'est la mémoire vive. On remarque que l'on a 1 Go de mémoire vive. On retrouve également l'information de la mémoire de stockage interne, donc qui est la ROM, sur les 16 Go de ROM initialement proposée, revendiquée par le constructeur. En fait, on en a 10,9 lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois. Et pour revenir sur le processeur, on est donc sur un processeur qui est un MT6757. Certes, c'est un processeur 4 cœurs, c'est un Mediatek, et il est cadencé ici à 1,1 GHz, sachant qu'en théorie, c'est un processeur qui pourrait être cadencé à 1,3 GHz. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour le coup, c'est que Zoppo a choisi de le mettre en 1,1 alors que le processeur théoriquement arrive à accepter le 1,3. C'est peut-être pour une question de refroidissement. Et du coup d'ailleurs ça doit pénaliser de quelques milliers de points le score en tout. Normalement ce téléphone, s'il avait eu son plein potentiel, il aurait dû tourner dans les 33-34 000 points, là il est à 28 000. Alors au niveau de la connectivité, on est sur un téléphone qui est bien doté. Et d'ailleurs, je refais un petit point et je refais juste une petite parenthèse, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la mémoire de stockage. Et donc ça va aussi avec la connectivité. La mémoire de stockage fait 16 Go. Bon, lorsque vous allumez le téléphone, vous tombez à 10,9. Une fois que vous avez pris les premières applications, vous avez fait les premières mises à jour du téléphone, vous tombez à 10,9. Donc, bonne note, vous avez un emplacement micro SD. Cet emplacement micro SD permet d'ajouter des cartes allant jusqu'à 128. C'est ce que revendique le constructeur, 128 Go. Bon, aujourd'hui, une carte de 128 Go, à mon avis, c'est disproportionné pour ce téléphone. Mais 32 Go, par exemple, ça me semble tout à fait adapté. Et 32 Go en micro SD, ça vaut une vingtaine d'euros sur le web, donc c'est pas cher. Bon, enfin, en tout cas, ça reste raisonnable et c'est adapté pour ce téléphone, à mon avis. La bonne note de ce téléphone, mais qui est liée à son système d'exploitation et à sa connectivité, c'est que vous pouvez installer les applications et les jeux sur la micro SD. C'est ce que d'ailleurs j'ai fait avec ce téléphone. La micro SD et les jeux que vous avez vus, les applications que vous avez vues sont installées sur la micro SD. Comment ça se passe ? Vous mettez la micro SD, le téléphone se charge de la formater, va vous proposer de déplacer les applications directement dessus, charge à vous de dire si vous voulez ou pas, et à partir de là, vous allez utiliser la micro SD en tant que mémoire de stockage des applications et des jeux. Donc, vous vous extrayez de ce problème de mémoire de stockage qui pourrait être faible, et encore 10,9 Go, c'est pas faible quand même, faut pas rigoler, et vous allez pouvoir stocker ça sur une micro SD à votre bon loisir. Sauf que, lorsque vous faites ça, c'est fini. C'est-à-dire que les applications, il faut toutes les mettre sur la micro SD. Voilà, donc c'est aussi la parenthèse, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les deux mémoires pour gérer cette masse d'applications et de jeux que vous pourriez avoir. Donc, on parlait de la connectivité, je vous ai parlé de la micro SD. Donc, on va parler du reste. Bonne note, ce téléphone est 2G, bon ça c'est un peu normal, il est 3G avec les deux fréquences nécessaires pour la France, à savoir la 900 MHz et la 2100 MHz, mais il est aussi 4G, à savoir B3, B7 et B20 sont les trois fréquences utilisées en France et ce téléphone les a. Je n'ai pas noté au niveau de l'utilisation de problème de connexion avec l'exemplaire que j'ai pu recevoir pour le test, sachant que l'exemplaire que vous êtes en train de voir devant vos yeux est un exemplaire de pré-série. Donc c'est un petit peu particulier, on n'est pas sur le prototype, on est sur la pré-série, on est là en train de parler d'un exemplaire qui fait vraiment partie des toutes premières unités qui ont été construites. C'est les toutes premières unités qui sont sorties de la chaîne de production et ça se passe bien. Voilà, donc pas de problème à constater au niveau de l'accroche, que ce soit en 2G, 3G, 4G. Pas non plus à constater en appel, donc c'est-à-dire le GSM, sachant que ce téléphone est un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous tout autour du monde. Il accepte d'appeler et de recevoir les appels et les SMS donc sur tous les réseaux nationaux, les réseaux locaux tout autour du monde. À côté de ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a deux emplacements pour carte SIM. L'un en format micro, donc c'est la carte SIM 1, l'un en format nano, c'est la carte SIM 2. Ce téléphone est un double SIM stand-by, vous ne pouvez pas recevoir et émettre deux appels en simultané chacun sur une des deux cartes SIM. Il y en a forcément un qui va tomber sur répondeur. Mais ça, c'est un grand classique. On est sur un téléphone qui est Wi-Fi ABGN, qui est Bluetooth 4.0, GPS, micro USB 2.0 avec particularité, il est USB OTG. Vous pouvez mettre une clé en USB OTG pour rajouter encore plus de mémoire. Et radio FM. À côté de ça, les plus exigeants remarqueront qu'on n'a pas de NFC. Bon, après l'usage est encore très peu répandu. Et d'infrarouge. Bon ça, l'usage est quasi nul, quasi inexistant. Voilà, pour le capteur d'empreinte, donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on a la bonne particularité d'avoir un capteur d'empreinte qui est extrêmement rapide. Là, je viens d'éteindre le téléphone. Hop. Voilà. Et vous pouvez configurer jusqu'à 5 empreintes digitales. Autre particularité de ces empreintes digitales, elles ne servent pas qu'à déverrouiller le téléphone. Elles servent aussi à protéger des applications et des jeux de votre téléphone. Si vous voulez restreindre l'utilisation de ce téléphone et limiter un usage notamment, vous pouvez le bloquer. Vous pouvez bloquer par exemple l'appareil photo avec le capteur d'empreinte digitale. C'est possible. Donc voilà, ça c'est une autre particularité de ce capteur d'empreinte digitale, c'est de servir à bloquer une partie du contenu et non pas la totalité du contenu du téléphone.
Autre chose, ce téléphone n'a pas été certifié DAS, à savoir donc qu'il n'a pas passé les certifications pour l'heure au niveau des autorités européennes. Donc le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui reflète la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes, c'est le score européen, c'est la certification européenne. Par contre, il a passé la certification américaine, qui est quasi équivalente, qui suit à peu près un même protocole de test. Il peut y avoir quelques variations entre un score de DAS et un score de SAR pour un même téléphone, mais globalement et en général, les scores sont très voisins, et pour les États-Unis et pour l'Union européenne. Donc ici, je vous donne le score américain, 0,362 watts par kilo à la tête et 0,813 watts par kilo au corps. Ça, c'est le score SAR. Et bien, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone est doté d'un bon score au niveau du SAR. Et on a de bons espoirs, il y a de forts à parier que ce téléphone est aussi un bon DAS, ou un DAS tout à fait cohérent, correct. Donc on est sur cet aspect-là, sur un téléphone qui s'en sort bien. Voilà, donc on est sur une bonne connectivité, pas de problème d'accroche, quel que soit l'usage, et on a des bonnes fréquences, et on a les bonnes connectivités. Ce point-là est totalement respecté. On est sur un téléphone qui, même s'il est construit en Chine et fait pour le marché chinois, et bien du coup, il est totalement applicable et utilisable, exploitable sur le marché français. C'est quand même une bonne note. Vous l'imaginez, bien sûr. Au niveau du système d'exploitation, autre bonne note, puisqu'on est sur un système d'exploitation qui est à jour, dans le sens où il est en version 6.0, Marshmallow. Alors pour ça, hop, je vais vous montrer la version d'Android, hop, vous voyez, j'appuie, tac, on est bien sur Marshmallow, ça se voit ici avec ce petit design, bon, il y a le petit jeu qui va derrière, de toute façon, on le voit bien, version Android 6.0, sur laquelle eh bien, le constructeur qui est Oppo a appliqué une surcouche. Une surcouche qui reste relativement raisonnable. Il y a du fond d'écran, il y a des icônes, il y a la possibilité de gérer des thèmes, ok. Donc on a cette notion de design. Au niveau de l'ergonomie, pas de modification fondamentale. Généralement, les constructeurs chinois ont l'habitude de faire sauter ce menu-là. C'est le menu paramètres, le chariot d'application. Ils ont l'habitude, les constructeurs chinois, depuis quelque temps, de faire sauter ce genre de raccourci. Pour le coup, non, il est toujours là. Donc on est sur un Android qui est plutôt, en termes d'ergonomie, très proche de ce qu'il est en état brut. Et on a quelques petites choses supplémentaires. Qu'est-ce qui a été ajouté par Oppo dans cette surcouche? Alors, probablement né d'un deal, on a Opera Mini. Alors, Opera Mini, qui présente la particularité d'être un navigateur allégé, qui permet de booster un petit peu les performances finalement et d'alléger la consommation en data, ce qui est pas mal, et qui nativement, même si je ne cautionne pas la chose, nativement a un adblock. Bon, alors après, par contre, les adblocks, vous savez, je les cautionne pas parce que je trouve que c'est ce qui va tuer finalement les éditeurs de sites. Heureusement, Top 4 Fun n'est pas mon activité salariée, ça vous le savez, mais je trouve que à terme, eh bien, à force de mettre des bloqueurs, y compris sur les mobiles, maintenant c'est encore pire que tout, eh bien, on va flinguer le modèle tout simplement économique de bon nombre de sites. Et forcément, ça va restreindre la qualité du web. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, ici, on est donc sur Opera Mini et il est bien présent. On a aussi cette particularité qui s'appelle Parallel Space. Alors, on va voir si je me suis bien sorti, oui. Alors, Parallel Space, c'est ce qui vous permet de créer plusieurs univers applicatifs. Alors, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Et là, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré un exemple probant, on va dire. Mais vous avez la possibilité, grâce à Parallel Space, d'avoir plusieurs comptes Facebook et donc plusieurs raccourcis Facebook. Ce qui est quand même une bonne particularité. Vous avez la possibilité en fait de gérer plusieurs comptes, plusieurs applications réseaux sociaux, par exemple, entre autres. Donc plusieurs univers d'applications qui chacun de ces univers aura ses propres applications, ses propres comptes. Donc ça, c'est une bonne note. Vous voyez, vous avez la possibilité donc d'avoir finalement deux univers sur ce téléphone. Vous pouvez parfaitement gérer un univers applicatif professionnel et un univers applicatif personnel. Vous pouvez même être, si vous êtes community manager, avoir un univers applicatif Facebook, Twitter, etc. pour le pro et le même pour votre perso. Donc c'est une particularité supplémentaire qui est ajoutée par Oppo via cette application, via cet univers qui s'appelle Parallel Space. Qu'est-ce que l'on a d'autre dans ce téléphone? Alors, il y a des choses qui ne sont pas spécifiques à Oppo, mais que Oppo n'a pas oublié d'ajouter, n'a pas oublié de placer. On a notamment, est-ce que je vais le retrouver? On a le téléchargement turbo. Alors, c'est pas innovant, on l'a déjà vu sur d'autres mobiles de grandes marques, mais c'est plus rare sur les mobiles entrée de gamme, notamment quand ils sont chinois. On retrouve ici un téléchargement turbo qui permet d'utiliser non seulement la data et le Wi-Fi
pour accélérer la vitesse de téléchargement. Alors, ça ne servira peut-être pas à grand monde, mais en tout cas, vous l'avez ici dans ce téléphone. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la possibilité d'avoir donc dans les paramètres, toujours, on va le retrouver, le Gesture Sensing. Alors, le Gesture Sensing, qu'est-ce que c'est? C'est le détecteur de mouvement. Donc, vous avez des capteurs sur ce téléphone. Il faut juste que je retrouve un petit peu où il se trouve, hein, ce Gesture Sensing. Voilà, ici. Et vous avez la possibilité, par exemple, de passer d'un mouvement. Voilà, vous avez la possibilité de faire un mouvement, comme ça, au-dessus, pour activer une fonction. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand vous le faites sur l'application musique, charge à vous d'activer ou pas hein, cet usage, eh bien, faire ça au-dessus de l'application musique, quand c'est Google Play, ça va faire passer le titre suivant, ça va passer au titre suivant. Voilà, donc ça c'est du Gesture Sensing. C'est pas spécifique Zoppo, mais ça a été ajouté. Vous avez aussi Smart Wake, qui est exactement la même chose, c'est pas spécifique Zoppo, mais ça a été ajouté. Vous pouvez faire un geste, par exemple, pour réveiller le téléphone. Alors c'est un peu incompatible finalement avec le détecteur d'empreinte digitale, ce qui devient un peu bête au final. Mais vous avez la possibilité, par exemple, lorsque vous faites un mouvement sur l'écran et qu'il est en veille, de le réveiller sur un usage en particulier. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté dans de nombreux tests publiés sur la chaîne et que Zoppo a encore appliqué. Vous avez QR code. Alors, ça aurait pu être mis sous forme applicative. Là, pour le coup, ça a été mis directement dans les paramètres du téléphone par Zoppo. Ça permet de scanner un QR code et de lancer justement le lien qui pourrait être contenu dans le QR code, ou en tout cas l'usage que vous avez dans le QR code. Et vous avez enfin, et je vous le rappelle, App Lock, c'est comme ça que ça s'appelle, qui permet de verrouiller les applications avec le capteur d'empreinte digitale et de restreindre leur usage, de restreindre leur accès. Voilà. Donc on a fait un tour, vous l'avez vu, relativement rapide finalement de cette surcouche, parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous ai dit l'essentiel, il n'y a pas grand chose d'autre. C'est une surcouche qui reste relativement légère, peu gourmande, et qui est pas mauvaise. Voilà, qui est pas mauvaise, c'est des petites choses en plus. C'est pas des originalités, c'est pas des innovations, mais c'est des bonnes petites choses en plus. Donc finalement la surcouche ici, elle n'est pas trop mauvaise, au contraire, au contraire. Et d'ailleurs petite parenthèse, donc vous l'avez vu, on est sur un Android qui est un Android 6.0, qui est Marshmallow. Il n'est pas en mise à jour. Alors ce téléphone ne sera d'ailleurs, je pense, jamais mis à jour en 7.0 Nougat. J'en doute vraiment beaucoup. J'en doute fortement. Par contre, on a déjà la dernière version, on va dire à date, 6.0, grand constructeur, grand consommateur, grand public. Ouais. Alors, la surcouche, elle s'appelle Zoppo ZUI. ZUI, UI, ça veut dire User Interface. Hein. Donc c'est la ZUI, Zoppo ZUI. C'est le nom de la surcouche, si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu plus. Donc c'est la surcouche de Zoppo. Mais vous voyez, hein, finalement, il n'y a pas beaucoup de Zoppo hein, dans cette surcouche. Alors il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense notamment de ce téléphone sur d'autres aspects. Alors je vais passer très rapidement sur les aspects lecteur MP3, vidéo, photo, etc. Ça vous l'avez vu, ce téléphone est capable de le faire. Les aspects qui sont les aspects d'appel, de SMS, de MMS, les applications appel, etc. Je vais pas les ouvrir, ça sert à rien parce que c'est du Android de base et de toute façon si vous voulez, vous pouvez les changer, vous pouvez en mettre d'autres. Donc on va s'attarder sur deux aspects qui sont principaux aujourd'hui et qui différencient les téléphones entre eux. Il y en a deux. Il y a la qualité photo d'une part et il y a l'autonomie d'autre part. Alors pour ce qui est de la qualité photo, alors il y a deux capteurs photo dans ce téléphone, ça vous le savez, vous l'avez compris. Il y a le dorsal avec donc un flash LED. Le dorsal plutôt efficace, là-dessus il n'y a pas trop de soucis, ça répond bien. Il y a différents modes, hein, mais on est sur une application photo qui est basique, hein, qui est celle de base d'Android. Et il y a le Face Beauty, qui vous permet notamment sur le selfie de détecter un visage et d'appliquer un filtre qui va vous rendre plus beau, qui va améliorer votre grain de peau par exemple, etc. Donc ça, c'est le Face Beauty que l'on retrouve dans ce téléphone. Ok, bon, tout ça pour vous dire quoi? Il n'y a pas d'autofocus, hein, d'ailleurs, petite parenthèse sur le mode capteur photo frontal, ce qui est un peu logique parce que le capteur est tout petit, au contraire du capteur dorsal, qui d'ailleurs, je le rappelle pas, d'ailleurs je le dis, puisque je ne vous l'avais pas mentionné tout à l'heure, forme une très légère excroissance au dos de l'appareil, vous l'avez vu? Voilà, et donc du coup, votre téléphone il est un peu bancal hein, quand vous le posez sur une table. Bon, revenons-en à l'essentiel. Les deux capteurs photo frontal et dorsal, décidément. Alors le dorsal, d'ailleurs j'ai même la référence, pour vous dire à quel point Zoppo est transparent. Zoppo fait partie de ces constructeurs que j'apprécie parce qu'ils sont tellement transparents qu'ils vous donnent même le nom des capteurs qu'ils utilisent, donc c'est-à-dire les noms des fabricants qui les conçoivent. Donc on est sur un capteur dorsal qui est un Galaxy Core GC 8024. Ça n'a rien à voir avec Samsung, hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Galaxy. Alors c'est un Galaxy Core, 8 mégapixels, ouverture 2.8, il est accompagné de son flash LED, il est autofocus. Il est capable de filmer en 1080p 30 fps. Donc jusqu'à là, sur les chiffres, c'est pas mauvais.
Sauf que dans la réalité, au niveau du capteur dorsal, je ne sais pas si ça vient du capteur, je pense pas. Je pense que le capteur est un capteur low cost. C'est clairement un capteur low cost, mais je pense que l'application derrière, les paramétrages même logiciels du téléphone, font qu'il a énormément de mal à gérer la luminosité. Et il est capable de passer en obscurité, de prendre des très mauvaises photos parce qu'il manque un peu de lumière, selon lui, et il est capable de passer au surexposé très facilement. Donc il y a une gestion de la lumière qui est assez, à mon avis, assez mauvaise. Autre parenthèse, il est capable de faire énormément d'aberrations chromatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous prenez un sujet en photo qui est un sujet à dominante bleue, et que la photo est fortement constituée de bleu, eh bien on a l'impression que finalement il y a un voile bleu qui se dépose sur toute la photo. C'est pas lié justement à cette notion d'objet que vous êtes en train de photographier, j'ai l'impression que c'est le logiciel qui devient un peu foufou et qui eh bien, provoque justement un étalement de la couleur. Et donc ça provoque cette fameuse aberration chromatique. C'est-à-dire que si vous allez photographier un sujet qui est rouge, vous allez avoir l'impression d'avoir un voile rouge sur toute la photo. Ça a été le cas ici avec un voile bleu, etc. etc. Le capteur photo frontal est un capteur de 2 mégapixels, ouverture de 2.8, toujours lui aussi flash LED, ce qui est un bon point. Par contre, là, clairement, il est pas très bon. Il est pas très bon, il est même plus que ça, il est à l'agonie. Les selfies sont pas vraiment géniaux. Donc, globalement, la qualité photo de ce téléphone, même si les capteurs en eux-mêmes sont probablement pas les seuls responsables, la qualité photo, elle est plutôt décevante. On est sur quelque chose qui est à la limite du passable, et on est sur un entrée de gamme qui est vendu 130 €. Il y a des concurrents qui sont vendus 100 € en France, de manière tout à fait officielle, avec la TVA, la taxe de la copie privée, etc. Là, je le rappelle, c'est 129,90 € hors taxe, hein, c'est ce que m'a dit la marque. Bah, on est sur quelque chose au niveau de la photo qui est pas terrible, quoi. Vraiment, à ce niveau de prix, on aurait quand même pu attendre un petit peu mieux. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 2100 mAh dans ce téléphone, qui est placée, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, elle est extractible. Donc on peut imaginer que vous la remplaciez. Alors cette batterie de 2100 mAh, à mon avis, c'est le strict minimum. 2000, en dessous de 2000, c'est même pas possible. 2100 mAh, donc on est dans la tendance basse pour un téléphone de 5 pouces avec ce niveau de gourmandise énergétique. Alors pourquoi je vous dis niveau de gourmandise énergétique? Eh bien parce que je trouve que ce téléphone s'en sort pas trop bien en autonomie. Il arrive potentiellement à tenir une journée avant justement de tomber en rade, mais le problème c'est que on sent que la batterie elle se consomme très vite. Elle se consomme très vite. D'ailleurs depuis le début de ce test, on a déjà perdu 15% d'énergie. On a perdu 15% d'énergie pour à peu près une demi-heure de test, de vidéo, et vous l'avez vu, je ne le sollicite pas à fond là, je suis pas à fond sur du jeu. Alors tout ça pour vous dire quoi? Bien pour vous dire qu'une heure de vidéo avec ce téléphone, c'est facilement 24 à 26% de batterie consommée. Alors qu'est-ce qui consomme de la batterie sur ce téléphone à mon avis? Alors je ne vais pas revenir sur l'optimisation d'Android Marshmallow parce que je sens que ça va partir en troll, mais tout ça pour vous dire que moi j'estime qu'Android Marshmallow, contrairement à ce qui est dit, n'est pas forcément un système d'exploitation qui permet l'optimisation de la consommation énergétique. Il y a eu beaucoup de communiqués de presse de la part de Google sur le fait que Marshmallow était moins énergivore. C'est marrant, mais à mon avis, depuis pas mal de temps, je teste donc des téléphones qui sont en 6.0. J'en ai testé de toutes marques. Il y en a qui se comportent bien, et c'est marrant, il y en a d'autres qui sont en perdition totale. Et j'ai l'impression que ce Marshmallow, quand le constructeur arrive pas trop à le gérer, quand il est encore un peu novice en Marshmallow, contrairement à Lollipop où tous les constructeurs finalement savent aujourd'hui gérer, j'ai l'impression que Marshmallow, mal géré, ça consomme de l'énergie. C'est un peu une évidence ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est le sentiment que j'en ai. Et c'est le sentiment que j'ai ici. Autre parenthèse sur ce téléphone, et qui est aussi évident, j'allais dire d'une clarté évidente, et vous allez comprendre pourquoi je rigole, c'est que j'ai l'impression que cet écran, forcément, mais c'est logique, comme justement sa luminosité est assez moyenne, et comme j'ai dû le mettre à 100%, alors là c'est la débauche, c'est que comme l'écran il est à 100% de luminosité, il devient extrêmement énergivore. Voilà. Donc il y a les aspects de système d'exploitation qui à mon avis consomment beaucoup, et il y a aussi forcément l'écran qui consomme beaucoup parce que la luminosité, pour être vraiment à l'aise, vous l'avez compris, je l'ai mise à fond, mais je pense que vous serez dans le même cas que moi. Donc l'autonomie, elle est très moyenne. Elle n'est pas mauvaise en veille, elle est mauvaise en utilisation. Et lorsque vous allez utiliser ce téléphone, de toute façon, un téléphone de cette catégorie-là, il n'est pas fait pour rester dans votre poche. Hein. Il est fait pour être utilisé. Il est fait pour faire du jeu. Il est fait pour faire de la vidéo. Il est là pour envoyer des MMS, des textos, des emails. Il est là pour voir du web. Il est là pour écouter de la musique. Voilà, ce téléphone, c'est pas un low cost, c'est pas un feature phone, c'est un téléphone, même s'il est entrée de gamme, il est fait pour être utilisé. Et vous allez voir que, en utilisation, si vous commencez à faire un peu trop de jeux, un peu trop de vidéos, l'autonomie risque d'être
assez difficile, hein, ça va être difficile de tenir une journée. Voilà, donc je me suis appesanti sur ce point-là parce que vraiment, à mon avis, il était intéressant. C'est intéressant de vous parler d'autonomie. Je pense que de toute façon, vous êtes vous-même en train de regarder cette vidéo, vous êtes intéressé par cet aspect-là. Tous les utilisateurs sont intéressés par ça. Et il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, globalement, le téléphone n'est pas mauvais. Ça, vous l'avez compris, je vous ai donné tout un tas de bons points, notamment du système d'exploitation. Le capteur d'empreinte digitale est une très très bonne surprise. Il marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a vraiment pas mal de bons points. Le design, donc, ok. La finition, c'est pas trop mal. L'écran, c'est quand même à 720p. Le système d'exploitation, cet Android Marshmallow, avec une très légère surcouche qui marche très bien. Les performances, même si elles sont faibles, permettent de faire du jeu 3D de manière correcte, fluide. Bon, globalement, c'est satisfaisant. Mais il y a quand même des petits points qui font comprendre qu'on est sur un téléphone qui suppose des concessions. Et qui suppose des concessions parce que c'est un entrée de gamme. Mais c'est un entrée de gamme à 129,90 € hors taxe. Parce que si on ramène la TVA, si on ramène dessus la taxe de la copie privée, qui est une spécificité française que je remercie d'ailleurs, je remercie chaleureusement notre gouvernement de faire cette fameuse surtaxe quand vous achetez un téléphone à 16 Go officiellement dans les boutiques. Il faut savoir que vous payez à peu près 10 € de taxe pour la copie privée. C'est cadeau, c'est comme ça. Bon, donc si vous rajoutez la TVA et la taxe sur la copie privée, ce téléphone il est dans les 160 € pour être fair play. Pour être fair play avec les autres téléphones qui sont vendus officiellement en France. Donc là vous le comprenez, il y a quand même des aspects qui sont un petit peu faibles quand même pour un téléphone qui est vendu à ce prix. Il y a notamment l'aspect de la qualité photo. Alors j'espère que Zoppo va travailler un petit peu sur l'optimisation logicielle, parce que je pense que c'est vraiment le logiciel qui pose problème à ce téléphone. Comprenez-moi bien, les capteurs sont des capteurs low cost, mais je pense que le logiciel derrière, il en rajoute une petite couche pour justement faire quelque chose qui est assez moyen, quoi. Et au niveau de l'autonomie, alors là aussi, c'est très passable. Mais bon, voilà, globalement, le téléphone n'est pas mauvais. Globalement, le téléphone, il correspond à son prix. Je suis pas emballé, je suis pas enthousiaste, parce que c'est un téléphone qui est un entrée de gamme, sans prétention, qui a quelques bons points, mais voilà, il faut savoir que, et c'est l'autre parenthèse que je voulais faire, le marché hexagonal est devenu un marché très très rude pour les constructeurs qui veulent proposer des entrées de gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des entrées de gamme, il y en a plein sur le marché hexagonal. Tous les constructeurs en font, et les grandes marques aussi en font, et font des bons mobiles entrée de gamme. On a des mobiles aujourd'hui qui à 120-130 €, notamment, alors je vais les citer, chez Wiko par exemple, ou même chez Samsung, même chez LG, arrivent à être des bons mobiles. Et donc ce Zoppo, il vient se mettre en frontal avec ces grandes marques qui savent faire leur travail, qui sont déjà depuis quelques années, et qui proposent des bonnes alternatives low cost, entrée de gamme. Donc voilà, finalement le plus gros problème de ce téléphone, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est pas d'être lui, c'est qu'il est en confrontation frontale avec des mobiles qui sont déjà là, vendus officiellement et qui eux sont loin d'être mauvais pour leur prix. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas sur un mauvais mobile, vous l'avez compris, je fais la conclusion de la conclusion, on n'est pas sur un mauvais mobile, mais on n'est pas sur un mobile qui peut enthousiasmer, on est sur un mobile qui tient la route, mais qui tient la route tout juste, alors qu'il y a beaucoup d'autres alternatives en France qui sont tout aussi correctes. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Zoppo de m'avoir envoyé ce téléphone pour le test, merci donc à vous, je me répète, je viens de le dire, d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-vous, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez justement de ce téléphone, donnez votre propre avis par rapport à tous ces points que je vous ai détaillés. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez nous soutenir, nous encourager. La seule chose que je peux vous dire, c'est aussi lâcher un petit pouce bleu. Vous le savez, YouTube est très très sensible au pouce bleu. Pour vous, ça veut dire pas grand chose de lâcher un pouce bleu, ça vous consomme pas beaucoup de temps, ça vous consomme même pas une seconde, mais pour nous, eh bien, ça nous stimule, ça stimule les vidéos elles-mêmes, ça leur permet de bien se classer, et on fait ça aussi pour vous, on fait des tests, et je le rappelle, un petit pouce bleu, ça stimule les vidéos et ça nous encourage à faire plus de tests, forcément. Autre dernier point, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. On est en septembre 2016 lorsque je fais cette vidéo, on est bientôt à 92 000 abonnés, je compte sur vous pour qu'avant la fin de l'année 2016, on soit à 100 000 abonnés. C'est le petit challenge qu'on se fixe avec vous chez Top for Fun. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus, je me répète, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews, enfin plein de vidéos comme d'habitude chez Top for Fun, et vous commencez à nous connaître je crois. Allez, à bientôt, ciao ciao.